Athletes from all over the world share a remarkable bond. No matter where they come from or which sports they dedicate themselves to, they are all driven by a powerful why. For most, it's not about fame or wealth. Only a rare few reach that level. Instead, they are fueled by a deep passion for their sport, a love for discipline, and an unending desire to push their own limits. From early mornings to grueling workouts and countless sacrifices, athletes are guided by an inner drive, a commitment to excellence that goes beyond personal gain. They don't just compete, they inspire, representing dedication, resilience, and an unbreakable spirit to be at their best. This is shared why connects them, creating a global community of individuals who break records, push boundaries, and show that greatness happens when passion meets purpose. Merci beaucoup, Serena, de prendre quelques minutes pour faire cet échange. J'avais vraiment à cœur de partager ce moment avec toi parce que tu représentes beaucoup par rapport au monde du sport et l'engagement au féminin et tout ce que tu as fait dans ton parcours jusqu'à présent. Et je pense que ce serait super intéressant d'avoir ta lumière, ton point de vue sur cette trajectoire, comment tu as réussi à porter cette couronne aussi, remporter une médaille olympique, c'est aussi à un autre niveau, ça pèse lourd mentalement, etc. Et comment tu te positionnes dans ta carrière, quelle est ta vision stratégique en dehors du sport. Je pense que ce genre de conversation, dans ma génération, on me disait, mais toi, reste dans ta course, concentre-toi sur ton coureur et après on pourra discuter. Mais je crois qu'on a 10 ans ou 20 ans d'écart. Donc on est dans une autre génération et je trouve que peut-être pour les jeunes athlètes qui vont arriver après toi, on dit toujours que les plus jeunes, ils font toujours mieux que les anciens. Donc voilà, pour aussi ceux qui auront la chance d'entendre ton interview, qui pourront se projeter aussi dans le futur, etc. Donc merci. Et la première question que je voudrais te poser, c'est est-ce que tu peux bien sûr, tout le monde te connaît, mais comment est-ce que tu te présenterais aujourd'hui, justement? Alors, et du coup, Sirena, Soma Mayela, 24 ans. Avant d'être une athlète, une artiste, une amoureuse de l'aventure, une ambitieuse, une grande rêveuse, une grande, grande rêveuse. Et bah voilà, quelqu'un qui court après ses rêves, quoi. Mmh. C'est très beau comme introduction. D'où est-ce que tu viens? Quelles sont tes origines? Alors, je suis d'origine congolaise. J'ai grandi, je suis née en France, j'ai grandi en banlieue parisienne, dans le 94, le Val-de-Marne. Voilà. D'accord. Avec des parents qui ont grandi en France et sont nés au Congo. Ok, tes parents, ils sont arrivés quand ils étaient enfants du Congo ou Ouais. avec Oui, très très jeunes. Ok, ouais, Et ils ont plus de liens avec le Congo que moi. Mhm. J'ai eu l'occasion d'y aller une fois. J'aimerais y aller plus encore, mais j'ai encore beaucoup de choses à découvrir de mes racines. Ouais. Est-ce qu'à la maison, il y a des petites choses qui ramènent à l'Afrique? Oui, des tenues, tenues coutumes, le langage. Bon, moi, malheureusement, je parle pas ma langue. La langue principale dans mon pays, c'est... Pardon? Ta langue origine, ta langue natale, enfin la langue de tes parents, qu'est-ce que c'est? Alors, la langue natale, c'est le lingala, mais, et aussi le lari, parce qu'on est de l'ethnie lari. Et voilà, mes deux parents parlent, mais ils m'ont pas appris. Ma mère m'a dit que elle a beaucoup essayé de me parler quand j'étais petite, mais du fait que je répondais pas dans la langue, même si je comprenais, elle m'a dit ça l'a saoulée, du coup elle a arrêté. Mais je regrette beaucoup. Je regrette parce que je pense que le langage, c'est vraiment c'est vraiment le premier signe d'appartenance, je trouve.
et bah, du fait de pas savoir parler, des fois ça m'embarrasse pas mal. Surtout qu'à chaque fois que je rencontre, des d'autres Congolais et bah, ils tout de suite, ils essaient de me parler, je leur dis: «Ah désolée, je sais pas parler». Mais c'est dans mes projets d'apprendre. J'ai quand même Oui, envie de beaucoup découvrir, cette partie-là de chez moi donc c'est une très belle langue, le lingala. Moi, j'ai été bercée avec la musique congolaise, le lingala, c'est voilà, je connais quelques. Est-ce que tu penses que pour c'est vrai. tu connais un peu plus sur ton peuple, tu as dit tu peux me redire Les laris, les laris? Est-ce que tu sais oui. d'où ils viennent? Quelle est quelle est leur particularité? Non, honnêtement, non, pas vraiment. Mis à part la musique, qui m'a Mhm. bercée aussi en grandissant, Ouais. je justement, je connais pas trop. Mhm. J'en connais pas trop, mais c'est dans mes projets d'approfondir tout ça. C'est très intéressant. Tu as grandi donc en région parisienne et qu'est-ce qui s'est passé pour que l'athlétisme devienne un projet plus qu'un loisir? Alors tout est parti de mes parents. Faut dire que, j'avais pas tant que ça un intérêt pour l'athlétisme quand j'étais, plus jeune, si ce n'est regarder, aux JO Usain Bolt et voilà quoi, c'est un peu tout. Hem mais par contre je courais partout. Ça c'est vrai, j'ai toujours été une enfant assez athlétique qui court partout avec ses frères et sœurs, qui aime, grimper un peu partout. J'ai eu, l'opportunité d'essayer d'autres sports, mais qui allait plus m'aider à découvrir ma fibre artistique, on va dire, avec, la gymnastique, par exemple, le Oui. patinage artistique. Ah oui. J'ai fait un tout petit peu de judo et de basket, mais c'était plus le choix de mes parents. Moi, mes choix se dirigeaient plutôt vers des sports, artistiques, jusqu'à ce que mes parents me disent: «Écoute, je pense qu'il faut que tu commences l'athlétisme. Je suis sûre que tu as quelque chose». Parce que je courais après les bus, j'ai toujours été en retard partout. C'est un gros défaut que j'ai et du coup, ça me fait courir partout et bah, ils étaient à chaque fois surpris que j'arrive au final, à l'heure à l'école ou des trucs comme ça. Ils m'ont dit: «Bah, écoute, faudrait peut-être que tu cours». Mes parents ont aussi été des jeunes athlètes, hem, c'était leur passion quand ils étaient jeunes et du coup, je leur ai dit: «Bon, OK, j'essaye 1 an, mais voilà quoi, m'en demandez pas plus» et puis au final, je suis vite tombée amoureuse de ce sport-là. Mhm. Il y a vite eu des portes qui se sont ouvertes. Mhm. Hem, j'ai beaucoup aimé, le lien que ça a développé avec mon corps, le fait, d'apprendre à perfectionner son mouvement rapidement. Je suis très vite tombée dans les haies du coup. J'ai testé pas Oui. mal de choses, mais les haies, ça a été ce qui m'a apporté le plus de d'adrénaline, on va dire. Mhm. Parce que, bah, voilà, ça fait un peu peur, personne voulait commencer. Moi, je me suis dit: «Bah, écoute, tu es un peu, tu aimes l'aventure, tu aimes tester des choses qui font un peu peur, Mhm. let's go» et puis quand j'ai vu que facilement j'arrivais à passer les haies et que j'adorais ça, bah, je suis restée dedans et au final, je suis tombée amoureuse de ça et le voyage aussi, le Oui. fait de pouvoir voyager, c'est vraiment, Ouais. je voyageais déjà avant, mais sur des voyages qui sont plutôt courts quoi, France, et cetera, sud de la France avec mes parents. Mhm. Mais l'athlé, ça m'a vraiment ouvert au monde, en fait Ouais. et donc ouais, élargir mes horizons comme ça je me suis dit: «Mais waouh, c'est une opportunité de dingue» Mhm. et heu et je me suis dit: «Bah, j'ai envie de continuer, en fait. C'est trop bien, j'ai envie de continuer, je me fais des amis, sur tout le globe, c'est trop bien Ouais. et j'ai envie de continuer». Donc c'est comme ça que tout a commencé. Je vois le sourire que tu as quand tu racontes cette histoire et à quel point ça te fait plaisir et ça, c'est le corps, en fait, la source de la stimulation, quoi. Ce plaisir-là intrinsèque qui n'a pas de prix, quoi. Artistique, jusqu'à ce que mes parents me disent: «Écoute, je pense qu'il faut que tu commences l'athlétisme, je suis sûre que tu as quelque chose». Parce que je courais après les bus, j'ai toujours été en retard partout. C'est un gros défaut que j'ai et du coup, ça me fait courir partout et bah, ils étaient à chaque fois surpris que j'arrive au final, à l'heure à l'école ou des trucs comme ça. Ils m'ont dit: «Bah, écoute, faudrait peut-être que tu cours». Mes parents ont aussi été des jeunes athlètes, hem, c'était leur passion quand ils étaient jeunes
Et du coup, je leur ai dit: «Bon, OK, j'essaye 1 an, mais voilà quoi, m'en demandez pas plus». Et puis au final, je suis vite tombée amoureuse de ce sport-là. Mmh. Il y a vite eu des portes qui se sont ouvertes. Mmh. Hem, j'ai beaucoup aimé, le lien que ça a développé avec mon corps, le fait, d'apprendre à perfectionner son mouvement rapidement. Je suis très vite tombée dans les haies du coup. J'ai testé pas Oui. mal de choses, mais les haies, ça a été ce qui m'a apporté le plus de d'adrénaline, on va dire. Mmh. Parce que, bah, voilà, ça fait un peu peur. Personne voulait commencer. Moi, je me suis dit: «Bah, écoute, tu es un peu, tu aimes l'aventure, tu aimes tester des choses qui font un peu peur, Mmh. let's go». Et puis quand j'ai vu que facilement j'arrivais à passer les haies et que j'adorais ça, bah, je suis restée dedans et au final, je suis tombée amoureuse de ça. Et le voyage aussi, le Oui. fait de pouvoir voyager, c'est vraiment, Ouais. je voyageais déjà avant, mais sur des voyages qui sont plutôt courts quoi, Mmh. France, et cetera, sud de la France avec mes parents. Mmh. Mais l'athlé, ça m'a vraiment ouvert au monde, en fait. Ouais. Et donc ouais, élargir mes horizons comme ça m'a je me suis dit: «Mais waouh, c'est une opportunité de dingue». Mmh. Et et je me suis dit: «Bah, j'ai envie de continuer, en fait. C'est trop bien, j'ai envie de continuer, je me fais des amis, sur tout le globe, c'est trop bien Ouais. et j'ai envie de continuer». Donc c'est comme ça que tout a commencé. Je vois, le sourire que tu as quand tu racontes cette histoire et à quel point ça te fait plaisir et c'est cette, ça, c'est le corps, en fait, la source de la stimulation, quoi. Ce plaisir-là intrinsèque, qui n'a pas de prix, quoi, qui vaut, heu, qui vaut toutes les Ouais, médailles. Mais tu as très vite quand même, passé à un autre niveau justement. Tu es devenue championne de France et puis, tu as quand même eu un très bon niveau, très rapidement. Tu as excellé chez les plus jeunes et puis ensuite, tu as confirmé. En général, il se passe toujours un décalage entre le moment où tu es un talent et un moment où tu deviens le roi assumé dans ton pays au niveau national. Est-ce que tu te rappelles de la transition que ça t'a demandé d'abord pour, devenir la meilleure française, psychologiquement parlant? Et il bah, y avait déjà, je qui trouve à ça l'époque? super intéressant que tu as dit, ce Hein? qui est-ce qu'il y avait à l'époque? Oui, quand tu es devenue Qui est-ce championne qu'il y de avait à France. l'époque, sur la discipline? Oui, quand tu es devenue championne de France, et que est-ce que tu avais quelqu'un à battre? Par exemple, moi, à mon époque, c'était Patricia Girard, tu vois? C'était si tu voulais être, meilleure française, il fallait battre Patricia Girard et donc quand j'étais plus jeune, je la regardais Quand toujours j'étais un peu plus comme jeune. ça et puis après, Mmh. finalement, j'ai réussi et j'ai changé de statut, à partir de là. Mmh. À l'époque, pour moi, c'était, il me semble, Laura Valette. Quand j'étais, cadette, ouais, quand j'étais cadette, c'était Laura Valette, cadette junior. Ah oui, Et bah, du coup, pour répondre à ta question de cette, ce gros moment de crise, on va dire ce grand passage, ce grand rite avant ouais, d'être, une athlète à plus haut niveau, oui. bah, je dirais que j'en ai eu plusieurs, en fait. J'en ai plusieurs et je continue d'en avoir et je pense que c'est ça qui me fait à chaque fois, bah, rebondir plus fort. C'est Mmh. que, bah, très, très tôt, j'ai connu ces crises-là. Je sais pas pourquoi je vis les choses différemment, peut-être, l'expérience qu'on attend. Mais Mmh. voilà, très tôt, même peut-être dès ma première re compétition internationale, on attendait des choses de moi, j'ai pas su y répondre. C'était les championnats d'Europe à Tbilissi et je me souviens avoir eu des retours qui m'ont je sais pas pourquoi je me souviens avoir eu des retours qui m'ont beaucoup, forgée, ouais, qui m'ont beaucoup forgée. Il y a eu ça, il y a eu quel passage? Hem Après ma médaille d'argent au championnat du monde, jeune, Mmh mh. au Kenya, U17, c'était en 2017 du coup. Mmh. Et j'ai eu une rechute et je me souviens cette année-là, l'année des championnats du monde à, je sais plus où c'était, Mmh. mais c'était, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends, oui, je t'écoute. OK, parce qu'il y a marqué faible bande passante, OK. Donc je disais, en 2018 ou en 2019, il y avait des championnats du monde junior dans le nord, les pays, Norvège, je crois, il me semble.
Mhm. Et on s'attendait à ce que je puisse gagner aussi. J'avais fait le meilleur temps, junior, je crois en 13:00 pour la Mhm. première fois et là aussi j'ai eu une chute. On attendait de moi et j'ai pas su revenir, j'ai pas mal galéré et je suis revenue encore, mieux et en fait, j'ai tout le temps des chutes et je rebondis, mais à chaque fois je rebondis, mieux donc je dirais pas qu'il y a eu un passage où j'ai une grosse, grosse chute. Mhm. Voilà, même après mes championnats du monde, avant mes championnats du monde, en salle où j'ai pu, bah, du coup j'ai gagné à Belgrade et j'étais en chute aussi avant parce que, j'avais été qualifiée pour les jeux olympiques à Tokyo. J'y suis allée, je me suis blessée, j'ai pas fait ce qu'on attendait et du coup, ben, je suis revenue avec cette médaille-là et ensuite, juste après, ça a été, encore une fois difficile pour moi. L'été, j'ai pas su conclure. Je pense que ça a été le passage peut-être le plus peut-être difficile parce que je trouve que dans ma discipline, on dans notre discipline, on considère que c'est l'été le plus important. Oui, Donc on va dire, tant que j'avais pas fait quelque chose vraiment, de concluant qui puisse prouver que je fais partie des top athlètes de la discipline, bah, j'avais encore rien fait. Donc on va dire, on va prendre ce point-là, après les championnats du monde, à Belgrade en salle et en fait, ouais, ça a été assez difficile parce que tout le monde a été bousculé. Ils se sont dit: «OK, enfin Sirena confirme» et j'ai eu beaucoup de retours. On a essayé un peu de voilà, de me former, de me donner des conseils d'un peu partout et je pense que dedans, je me suis pas mal perdue. Pourquoi? Parce que je trouvais qu'au final, si je me retourne sur cet événement-là, même sur toute ma carrière, ce qui m'aide à me propulser dans les plus hauts niveaux, c'est cette essence intérieure, le fait de m'accrocher à ce premier amour, ce rêve des débuts et de continuer avec. mmh, Mais juste après la médaille à Belgrade, voilà, tout le monde est venu un peu, voilà: «Là, il faut que tu fasses attention. Là, voilà, fais comme ci, fais comme ça» et c'était plus nourri de peur au final, je trouve oui, et ça m'a en fait décentrée de moi-même et mhm, de cette énergie-là que j'utilisais naturellement oui, et je me suis mis à vouloir faire les choses autrement. Peut-être, par exemple, le fait de, moins profiter de ma médaille, de me dire, voilà, je l'ai fait juste une fois et voilà, avoir ce détachement pour pas, soi-disant, avoir la grosse tête, oui, heu, ne pas voler trop haut. En fait, ça m'a forcée à redescendre très vite. On va dire, j'ai profité peut-être une semaine de ma médaille. J'étais très contente une semaine. Après, tout de suite, on m'a dit: «Voilà, redescends sur terre», et cetera mmh, et je pense que ça m'a beaucoup affectée, du coup. Je savais plus trop comment faire, j'étais perdue, j'étais plus moi-même. Je me prenais peut-être, au final, beaucoup trop au sérieux, derrière. Et c'était plus anxiogène, ça m'a f j'avais une perte de repères quoi et ça a été très difficile. Mais du coup, j'ai dû réapprendre à rester fidèle à moi-même au final et m'écouter moi, au fond. Continuer à écouter le coach, bien sûr, mais voilà, rester centrée en fait. c'est super intéressant ce que tu expliques parce que finalement, ça a rien à voir avec, le talent ou le travail. On doit quand même savoir que c'est beaucoup de travail de maîtriser, le le 100 mètres haies, les entraînements, les heures et les heures d'entraînement et finalement, c'est au moment de faire la performance que tu dois l'artiste, c'est l'artiste qui rentre en jeu et c'est vrai que c'est toujours C'est un ça, mais qui ouais. comment est-ce que tu peux expliquer que toi, tu es parvenu à gagner des titres, internationaux, nationaux et internationaux? Qu'est-ce qui fait la différence, en fait? Parce que justement, ce que tu dis, c'est un peu, notre problème en France aussi, qu'on n'arrive pas à être constant au plus haut niveau. Ça monte, ça descend, mais en général, ça monte une fois, puis ça redescend et puis ça monte plus, quoi. Enfin, ce qui était mon cas, comment est-ce que toi tu peux expliquer, que tu avais réussi à rester concentré pour justement, aller chercher, «la perf» entre guillemets ou la le podium, ou le la victoire, parce que tu as bien expliqué que c'est ces moments de crise où, ouais, les gens te mettent la pression, l'environnement met la pression donc ça te force un petit peu à te «recentrer» entre guillemets sur toi-même. Mais Mmh. est-ce que tu as fait des choix stratégiques aussi? Par exemple, du coup, dans ce recentrement, dans ce recentrage, je pense que c'est le bon terme,
par exemple, changement de coach ou est-ce que tu as mis en place un travail de préparation mentale? Est-ce que tu as misé sur plus tel type de préparation physique? Euh, Comment tu as pu gérer en fait ce changement de dimension? Comment tu as mis les choses en place donc stratégiquement avec les gens autour de toi? Alors je trouve que j'ai été quand même, pas bien accompagnée. C'est quand j'ai commencé avec, Teddy que j'ai eu vraiment une team autour de moi, prépa mentale et cetera Mm. et même des athlètes autour de moi qui avaient déjà l'expérience du haut niveau. Donc Oui, ça m'a vraiment aidé à me forger. J'ai pu, bah, observer ce qui était autour de moi, écouter mon coach et son expérience. Mon ancien coach et sa perform et son expérience mm, et bah, voir un peu quoi, à travers lui, quelle est l'expérience vraiment du haut niveau? Quelles sont les crises que tout le monde traverse? Qu'est-ce qui voilà, quel est ton profil d'athlète et cetera? Et en mm, fait, moi, ça m'a renvoyé un miroir vers moi-même, en mm. plus de justement la préparation mentale qui est aussi ma psy. Donc on va vraiment en profondeur quand on travaille le mental. Ça me ça m'a toujours envoyé un miroir vers moi-même Donc tu travailles aussi et avec un préparateur mental et qui est et une psychologue. oui, elle en fait, c'est la même personne et elle est psy et préparatrice mentale, du coup, pour le Mm, sport. mm, Elle a travaillé avec, Hugues Fabrice-Zango, hem et les autres athlètes, qui étaient dans le groupe, avec moi, la team T et peut-être, je dirais ce qui fait la différence, j'en suis pas sûre, mhm. mais si je peux vraiment juste parler pour moi, je pense que ce qui m'a aidée, ce qui m'a façonnée, peut-être fait la différence, c'est la recherche avant tout de soi-même dans le sport. Mhm, Je Pour moi, le sport, c'est juste une expression de moi-même, on va mhm. dire et pour pouvoir, gravir les échelons, j'ai besoin d'en connaître plus sur moi-même et d'être forte d'abord à l'intérieur et en fait, je cherche pas à négliger ça. Je Oui, cherche pas à être quelqu'un d'autre. On a essayé de me donner un peu des profils à suivre, des mm, personnes à être, mais je j'arrive pas à faire ça. Je peux pas être quelqu'un d'autre sur la piste et j'ai remarqué qu'à chaque fois dans ces grosses crises où, bah, tu comprends pas, tu te prépares, super bien, mais quand tu arrives sur la piste, tu es déconnecté avec toi-même. J'ai oui, remarqué que c'était ces moments-là, en fait, qui donnaient au final la réponse. C'est que, bah, si tu t'habitues à t'ignorer toi-même, bah, au final, quand tu arrives, le jour J, ben, cette désynchronisation que tu as avec toi-même, intérieure, bah, elle ressort, elle vient à la surface oui, c'est vrai. et du coup, ben ouais et du coup, je me suis dit: «Bah, non, je peux pas me fuir moi-même et essayer de mettre juste un masque, Mhm, que je présente en compétition et me dire que voilà, tout va bien aller à chaque fois». Faut apprendre à se connaître physiquement, mentalement, connaître ses forces, ses faiblesses et bah, comme tu disais, plus tôt, c'est pas que c'est pas le travail au final derrière mm, physique, et cetera, c'est très, très important. oui, Mais pour moi, le plus important, c'est vraiment dans la tête et le mental, à quel point on se sent aligné avec soi-même, à quel point on se connaît, à quel point on est honnête avec soi-même. OK, là, j'ai peur par rapport à ça. mhm, Oui, j'ai peur, l'accepter. Ça me fait pas peur, ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est quand je me vois dans ces conditions-là, ça c'est vraiment, en fait, se connaître à l'intérieur. Je pense que c'est ça. Au final, la réponse, c'est que, bah, si tu t'habitues à t'ignorer toi-même, bah, au final, quand tu arrives, le jour J, ben, cette désynchronisation que tu as avec toi-même, intérieure, bah, elle ressort, elle vient à la surface oui, c'est vrai. et du coup, ben ouais et du coup, je me suis dit: «Bah, non, je peux pas me fuir moi-même et essayer de mettre juste un masque, Mhm, que je présente en compétition et me dire que voilà, tout va bien aller à chaque fois». Il faut apprendre à se connaître physiquement, mentalement, connaître ses forces, ses faiblesses et bah, comme tu disais, plus tôt, c'est pas que c'est pas le travail au final derrière mm, physique, et cetera, c'est très, très important. oui, Mais pour moi, le plus important, c'est vraiment dans la tête et le mental, à quel point on se sent aligné avec soi-même, à quel point on se connaît, à quel point on est honnête avec soi-même. OK, là, j'ai peur par rapport à ça. Oui, mhm, j'ai peur, l'accepter.
Ça me fait pas peur, ça j'aime beaucoup. Ça c'est quand je me vois dans ces conditions-là, ça c'est vraiment en fait se connaître à l'intérieur, je pense que c'est ça. Donc c'est très intéressant, cette notion de prendre, conscience de soi-même et on dit souvent que c'est l'expérience qui amène à ça et bah, c'est l'expérience, oui, même si tu es jeune, c'est quand même l'expérience, mais le niveau de compréhension de ça, c'est ce qui est intéressant en fait. Parce que beaucoup de gens, tous sports confondus, toutes disciplines confondues, même les artistes, ils arrivent qu'à la fin de leur carrière à avoir cette introspection et de se regarder dans le miroir et de se dire, mais je suis qui moi en fait, qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir et tout ça. Donc c'est super Mmh. intéressant que tu sois parvenu à être au contact de ces émotions-là. Tu arrives à faire la part des choses entre l'entraînement technique qu'il faut, la rigueur, le contrôle aussi. Il y a beaucoup de contrôle dans notre sport. Tu fais un mauvais geste et puis tout part, hein. Est-ce que tu arrives à faire la différence entre comment tu fais la transition entre quand tu es en mode entraînement et quand tu es en mode compétition? Qu'est-ce que tu mets en place pour aller justement vers la performance? Je dirais que pour moi, je suis toujours en compétition. Je fais pas vraiment la différence entre l'entraînement et la compétition. Du moins, j'essaie d'entraîner mon esprit et mon corps dès l'entraînement pour être prête le jour J, pour ne pas avoir vraiment trop de différence, en fait. Pas me sentir comme dans un autre environnement. Mmh. Après, comme tu as dit, il y a l'expérience qui vient avec et puis il faut savoir aussi s'isoler, il faut savoir rester dans sa bulle et c'est ce qu'on apprend justement avec la préparation mentale. Mmh. Hem, Développer des outils pour rester connecté avec, soi et Mmh. pas trop se brancher, on va dire, aux ondes et aux énergies extérieures, Mmh. surtout dans un stade où il y a des milliers de personnes Mmh. et bah, voilà, dès l'entraînement, se générer des habitudes, des petits moments de ça peut passer par des petits moments de méditation, de pleine conscience, Mmh. hem, qui aident, à voilà, avoir des repères qu'on pourra, bah, ramener, des mêmes habitudes, de repères qu'on pourra ramener en compétition. Et oui, non, voilà. J'approche l'entraînement comme j'approche mes compétitions. C'est-à-dire avec, cet esprit de où c'est ludique, en fait, où j'aime ce que je fais et voilà, quand je m'entraîne et je perfectionne ma technique, la maîtrise de ma discipline, Mmh. je me projette déjà sur les combats en me disant, «Ah là, c'est trop bien, j'ai appris ce truc-là, je vais pouvoir le mettre, en compétition» et de personnes Mmh. et bah, voilà, dès l'entraînement, se générer des habitudes, des petits moments de ça peut passer par des petits moments de méditation, de pleine conscience, Mmh. hem, qui aident, à voilà, avoir des repères qu'on pourra, bah, ramener, des mêmes habitudes, de repères qu'on pourra ramener en compétition et oui, non, voilà. J'approche l'entraînement comme j'approche mes compétitions. C'est-à-dire avec, cet esprit de où c'est ludique, en fait, où j'aime ce que je fais et voilà, quand je m'entraîne et je perfectionne ma technique, la maîtrise de ma discipline, Mmh. je me projette déjà sur les combats en me disant, «Ah là, c'est trop bien, j'ai appris ce truc-là, je vais pouvoir le mettre, en compétition». Donc je fais pas tant que ça une différence entre les 2. Je me projette déjà en fait, sur ces moments de Ouais, ça de c'est de compétition. intéressant aussi, hein, c'est très intéressant parce que souvent par exemple, certains font appel à un alter ego, tu sais? Donc dès qu'ils sont sur le stade, ils sont, je sais pas moi, Superman et dès qu'ils sont en mode off, ils sont une autre personne. Donc est-ce que toi tu as Ouais. l'impression aussi que tu fais ce genre de simulation, mentale ou vraiment ça se joue pas à ce niveau-là? Tu aimes en fait, être dans les compétitions, dans le stade, c'est pas ça qui te fait, le plus, le challenge en fait, c'est pas d'être dans le stade, dans l'arène et de devoir, faire la course.
On peut dire que j'expérimente les choses un peu pareil. Je dirais pas que j'ai un alter ego avec un nom, non plus. Oui, Mais c'est vrai que je me transcende une fois que je suis sur la piste oui, parce que, je sais que voilà, c'est l'espace où je peux pleinement me libérer oui, et là où je fais appel à vraiment toutes, mes ressources intérieures, on va dire. Chose que je vais pas forcément faire à l'entraînement parce que voilà, on travaille, des petits détails et cetera. mmh Mais une fois qu'on est en compète, il y a plus rien à travailler. Tu es prêt. mh, Juste tu pars, tu sors tout et tu plus tant que ça sous contrôle, en tout cas pour ma part. ouais, Je me laisse vraiment, aller complètement parce que j'estime que j'ai fait le travail avant. Donc justement, c'est le moment où tu viens, profiter, récolter les fruits du travail et voilà quoi. Après, oui, non, je c'est vrai que je dégage une énergie, une partie de moi-même que pas beaucoup de personnes connaissent, peut-être mes très, très proches. mmh Mais c'est vrai que je suis pas sur la piste comme je suis tous les jours. Mais ça reste une partie de moi-même que mh, je vais exprimer avec moi-même et avec mes très, très proches. Et après moi, il y a la dimension, je dirais de la foi, mmh, ma foi en Dieu qui vient aussi, jouer là-dessus. Mais je considère pas forcément, encore une fois, que c'est une question d'alter ego. Mais pour moi, on va dire, je me sens transcendée par un pouvoir divin. Je sais que ça va pas parler à tout le monde, mmh mais mh, voilà, moi, c'est comme ça que j'expérimente les choses. J'ai toujours eu une foi, en Dieu et mmh, donc je me sens portée. Quand j'arrive sur la piste, je me dis que voilà, Dieu m'a tout donné. Il m'a donné, la force, la sagesse pour construire tout ça et il va aussi me amplifier. Ça va être un catalyseur pour moi, de tout ce que j'ai travaillé, toute cette énergie et plus encore. Voilà. c'est une bulle en fait, qui est très spéciale en effet et de rester dans cette bulle, est-ce que tu as l'impression que l'environnement dans lequel tu as évolué, dans le sport français, on va dire, était un environnement qui t'a permis de garder cette bulle ou pas? Pas évident. Je sais que pas tout le monde a la même, vision donc non, pas forcément et puis j'ai rencontré de fortes personnalités aussi. Mmh, Souvent quand on est athlète et jeune athlète avec un potentiel, on va être entouré de plusieurs personnes qui oui. et je dirais pas vont chercher à s'accaparer ton projet, mais qui se disent que toute seule, tu vas pas y arriver donc il faut absolument que tu sois entourée et qui des personnes vont vouloir, voilà verser leur contribution Mmh en mh. toi et c'est pas toujours évident. Des fois ça peut t'aider, mais des fois ça peut te submerger aussi Mmh, et donc ça a pas toujours été très évident. En plus, je sais que voilà, il y a des écoles de pensée en France et que voilà, faut faire les choses d'une certaine manière. Donc quand tu sors de ces cadres-là, c'est pas c'est pas toujours évident. Maintenant, on va dire que ça fait partie de ma personnalité. J'aime faire ce que je veux, ce que je pense de fortes personnalités aussi. mmh, Souvent quand on est athlète et jeune athlète avec un potentiel, on va être entouré de plusieurs personnes qui oui. et je dirais pas vont chercher à s'accaparer ton projet, mais qui se disent que toute seule, tu vas pas y arriver, donc il faut absolument que tu sois entourée et qui des personnes vont vouloir, voilà, verser leur contribution Mmh en mh. toi et c'est pas toujours évident. Des fois, ça peut t'aider, mais des fois, ça peut te submerger aussi Mmh, et donc ça a pas toujours été très évident. En plus, je sais que, voilà, il y a des écoles de pensée en France et que, voilà, faut faire les choses d'une certaine manière, donc quand tu sors de ces cadres-là, c'est pas c'est pas toujours évident. Maintenant, on va dire que ça fait partie de ma personnalité. J'aime faire ce que je veux, ce que je pense, a du sens mmh, et donc j'hésite pas à sortir des cadres, s'il le faut, hem et ne pas, voilà, rester enfermée dans un cas, dans un système qui me bénéficie pas, en fait. D'où le fait que, bah, par exemple, je sois allée au final, aux États-Unis, oui. soudainement, alors qu'on dit, qu'il faut jamais prendre
des grandes décisions, de jamais faire de grands changements avant les Jeux. J'ai osé le faire parce que je sentais qu'au fond de moi, il fallait que je le fasse. Ça fait partie justement de 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 cette idée de ne pas se fuir, en fait, et d'apprendre à bien se connaître. Moi, j'ai senti que, juste avant les Jeux, il fallait que je fasse un gros changement. Je le sentais au fond de moi, j'avais cette intuition et je me suis dit: «OK, pars», et je suis partie. J'ai pas plus réfléchi que ça, je suis partie. Hem, Tu sentais que tu avais, tu, comment dire, quand les Jeux est arrivé, ton objectif c'était de gagner une médaille d'or oui, et je l'ai su dès le début. dès le début. Dès qu'on a commencé à faire appel, oui, dès qu'on a commencé à faire appel à la génération 2024, hem, bah, pour moi, c'est comme si on me disait: «Bah, ce sont vos jeux, à vous. Mmh. Vous serez les hôtes, c'est à la maison, donc vous devez gagner, en fait», et Mhm. donc pour moi, c'était une évidence, et Mhm. bah, je me suis conditionnée à penser comme ça. J'ai eu la chance d'être, entourée de coachs qui avaient déjà vécu le haut niveau, de ma première coach qui a été championne d'Afrique sur le 100 mètres haies, Albertine Coutan, à, Ladi Doucouré, hem, à Teddy Tango, donc je me suis qu'entourée d'excellence au final, Mhm. qui ont fait, qui ont continué à nourrir en moi Mhm. cette grande ambition et qui m'ont jamais dit que je pouvais pas le faire. Ouais. Parce que, bah, on n'en rencontre pas tous les jours des personnalités comme ça, je trouve, en Mhm. France. Hem, je trouve qu'on est une nation qui fait un peu attention, qui va promouvoir, voilà, le fait d'être humble et pas trop attendre, de soi-même. Mais j'ai eu la chance, voilà, d'être entourée de personnes qui pensaient différemment, qui ont brisé les codes avant même que je puisse le faire. Mhm. Donc ça a fait que nourrir cette, nature que j'avais déjà, et j'ai des parents aussi qui sont très motivés, même, de base, qui ont toujours cru en moi. Mhm. Donc voilà, vraiment dès le début, génération 2024, OK, c'est nous. Je me suis dit: «OK, médaille d'or», directement, et en fait, tout ce que j'ai fait entre-temps Mhm. a été que, mis sur ma route pour préparer ça. Je m'arrêtais jamais, aux objectifs, jeunes et cetera, en me disant que ça s'arrête là. Mhm. Je voyais toujours, plus loin. Je me disais jamais que c'était terminé. Hem, Maintenant voilà, j'ai raté de très peu mon objectif, c'est vrai. Pas raté. Bah Ouais. oui, si je suis très encore une fois, si je suis honnête avec moi-même, c'est mon objectif, c'était que la médaille d'or, c'était pas autre chose. J'imaginais, je voyais pas autre chose. Même pas la médaille d'argent, même pas la médaille de bronze, même pas la finale. C'était Et même pas un vraiment doute, que quoi. la médaille T'avais d'or. pas un doute, pas une once de doute sur l'objectif et le. Motivés même, de base, qui ont toujours cru en moi. Mhm. Donc voilà, vraiment dès le début, génération 2024, OK, c'est nous. Je me suis dit: «OK, médaille d'or», directement, et en fait, tout ce que j'ai fait entre-temps Mhm. a été que, mis sur ma route pour préparer ça. Je m'arrêtais jamais, aux objectifs, jeunes et cetera, en me disant que ça s'arrête là. Mhm. Je voyais toujours, plus loin. Je me disais jamais que c'était terminé. Hem, Maintenant voilà, j'ai raté de très peu mon objectif, c'est vrai. Pas raté. Bah Ouais. oui, si je suis très encore une fois, si je suis honnête avec moi-même, c'est mon objectif, c'était que la médaille d'or, c'était pas autre chose. J'imaginais, je voyais pas autre chose. Même pas la médaille d'argent, même pas la médaille de bronze, même pas la finale. C'était Et même pas un vraiment doute, que quoi. la médaille T'avais d'or. pas un doute, pas une once de doute sur l'objectif et la mentalité de n'avoir aucun doute, c'est presque très rare. On trouve ça très rarement chez les athlètes. En tout cas, en France, on n'a pas cette réputation. Il n'y a que quelques-uns, on peut les compter sur les doigts d'une main, tu vois, et qui sont absolument certains. Et même des fois, on se dit, c'est pas naturel d'être sûr de soi. On a vraiment des doutes. Comment est-ce que tu as parvenu à maintenir ouais, cette certitude de ça, en fait, sans jamais faillir, sans jamais douter, plan un B, A, B, je sais pas. Comment est-ce que, comment est-ce que tu as réussi à faire taire toutes les zones d'ombre, les voies du doute? Parce que en fait, c'est ça le défi, quoi. C'est de maintenir son idée et ne pas se laisser distraire ou déstabiliser par l'environnement extérieur et de
partir comme étant le fait accompli. C'est fait, je suis championne olympique, c'est fait. Et on se laisse pas. C'est ça le vrai challenge, en fait, des champions olympiques. Bah, comme j'ai dit, je pense que m'entourer de personnes qui, ont déjà visé grand, ça Ouais, m'aidait à nourrir ça. oui, Je refuse de m'entourer de personnes qui vont me tirer vers le bas, vers le qui bas, vont ouais. penser autrement, qui doutent Mmh, trop. mmh, J'ai besoin de personnes rationnelles, c'est sûr, mais des personnes qui sont plus, entre guillemets, «folles» et mmh, qui vont, voilà, avoir cette mentalité d'aller casser les barrières et viser haut, mmh, plutôt que des personnes qui vont, entre guillemets, vouloir te ramener sur terre parce que je trouve que oui, ça va au ça va vraiment à l'opposé, de l'athlétisme, en fait, de notre sport, oui, on est là pour, enfin, faire des choses qui n'ont jamais été faites, pour battre des records, pour, faire évoluer la discipline et je trouve qu'on peut pas y aller avec, un une mentalité, où tu te réduis, où mmh, voilà, tu vises petit, en fait. mmh, Donc voilà, premièrement, on va dire que c'est ça, le fait de conserver mmh. cette bulle-là. Après, comme j'ai dit, ça fait aussi partie de mon éducation Ouais, c'est où, le mes la parents base, oui? solide, quoi, le socle, solide où tu cherches pas forcément à plaire à quelqu'un à tout prix ou à démontrer que tu mérites d'être là ou tu as grandi dans ce socle, le «jardin» entre guillemets dans lequel tu as été, tu as grandi, ils t'ont aidé à cultiver cette souveraineté, ça c'est ce que j'appelle la souveraineté de soi, la gouvernance de sa souveraineté, c'est-à-dire je sais qui je suis, je sais d'où je viens et je n'ai pas à devoir plaire à qui que ce soit pour avoir la sécurité de savoir qui je suis et d'où je viens. Mmh. Donc ça, c'est vrai que c'est un départ qui est quand même assez solide, mais vu l'environnement justement dans lequel le sport français évolue, c'est presque un record du monde de sortir du lot. Alors peut-être Non, je vois carrément. c'est Après, fou, mais pardon, excuse-moi, je t'ai c'est coupée. peut-être trop négatif ce que je dis, mais Non, honnêtement, je vois complètement ce que tu veux dire et mais sauf que j'ai toujours été assez protégée quand même par ma mmh, famille, et ce que j'appelle mes mentors. ouais, Hem et j'ai pas encore mentionné mon manager, par exemple, mmh, Baba Samangare et mon agent Maka Idara, ouais, hem, anciens athlètes et qui s'occupent de moi depuis, depuis que j'étais à Joinville avec ma première coach. mmh, Donc depuis mes, 17 ans, juste après les championnats du monde, jeunes au Kenya mmh, et qui ont toujours fait en sorte de voilà, faire ce filtre et de me protéger. mmh, Donc c'est pas tout le monde, en fait, qui mmh, vient, rentre et fait, ce qu'il veut, on va dire mmh. et pour me tirer un peu dans leurs ficelles ou Même dans le essayer de cadre m'apprendre des choses et cetera. même dans le C'est évident. ah Je oui, me souviens que, dès mes débuts justement, mmh, à Billy, on va dire que j'ai eu un retour de flamme par rapport à ça, parce que du fait de ne pas avoir concrétisé, oui, sans dire: «Voilà, je vais faire ci, ça», mais juste peut-être partager juste, mmh, mon engouement de ces je crois que ça a pas trop plu, hem et on m'a perçue comme, une personne arrogante apparemment. Après ça date, c'était en 2015, donc je me souviens plus exactement, mais mmh, je sais que j'ai eu des retours qui m'ont pas mal blessée et mmh, qui m'ont, au début, peut-être, poussée à vouloir me fermer un peu, me recroqueviller. mmh, Mais au moins ça m'aura appris comment les choses fonctionnent mmh, et de là, je me suis dit: «OK, mmh, mmh. restons pro, n'amenons pas les choses, au-delà, ça sert» tu vois? Mmh. «Apprends à mes distances, Donc on là, reste pro» et c'est le cetera. moment du monde professionnel, en fait. C'est le moment où tu es C'est devenu ça, pro, quoi. Tu t'es dit: «Bon». exactement et je l'ai vécu très, très tôt. Je pense que c'est ça aussi qui m'a appris Mmh, à savoir, voilà, placer des distances et à, toujours échanger parce que le but, je sais que je ne peux pas me laisser entraîner par le système d'autres personnes. Il faut que j'aie mon propre système. D'où le fait qu'aujourd'hui, j'ai
mon manager, etc. et tout. Après toi, les entraînements aux États-Unis, c'est quoi la différence par rapport aux entraînements en France, d'un point de vue de la charge de travail, premièrement, et aussi d'un point de vue mentalement? Comment est-ce que toi, tu vis la différence? Moi, j'avais été recrutée pour aller aux États-Unis, à l'USC, et puis j'avais refusé parce que je me disais, je vais jamais tenir la charge d'entraînement qu'il y a là-bas. Euh, Comment est-ce que leur approche, en fait, leur approche du travail, de la préparation physique, mentale? Toi, tu es arrivé en tant que professionnel là-bas, hein, tu n'es pas arrivé en tant qu'universitaire. C'est vrai que les universitaires, ils doivent faire 15 000 disciplines différentes et puis ils doivent être disponibles tous les week-ends pour les courses, etc. C'était quoi le contrat pour toi? C'était quoi le deal, en fait? Oui, comment est-ce que tu as géré tout ça? J'ai posé beaucoup de questions une fois. Non, mais je comprends l'idée. Hem, alors oui, je suis allée, en tant que pro parce que, je j'ai eu c'est pas que j'ai pas eu les opportunités avant, j'ai eu beaucoup de justement d'universités qui m'ont demandé, Mm, mais, j'ai jamais eu ce rêve, américain de voilà, aller là-bas et tout. J'étais persuadée qu'on pouvait réussir en étant en France et cetera, bah, jusqu'à ce que j'apprenne avec le temps. mm, C'est vraiment quand je me suis dit: «OK, il faut que je commence quelque chose de nouveau, mais quand même dans mes conditions», mm. trop pas du tout. Oui. Mhm, Heu, c'est là que je me suis dit: «OK, bah, je peux y aller», mais voilà, en pro, dans un groupe avec un coach, qui a les mêmes idées que moi, qui saura, avancer avec moi, en fait, main dans la main. mhm. Là où je me disais: «Si je vais en université plus tôt, je vais, je serai un produit d'usine, en fait. Je vais me perdre au milieu de plein d'autres. Je serai pas forcément une priorité. Je sais pas si je serai entre de bonnes mains et cetera», donc voilà, j'ai toujours refusé d'aller à l'université, mais ça, c'est ma Ouais, décision. Il y en a pour qui ça marche. oui, Pour moi, je me disais: non, je préfère pas». Et puis je pense d'accord. qu'il faut être mature aussi. Oui, Je pense qu'il faut être assez mature, assez grand, savoir ce dont on a besoin. Parce que si on n'a pas de repères, si on se connaît pas encore et on est tout jeune, on peut tomber n'importe où et pas savoir comment se relever. mhm, Donc voilà, moi j'ai refusé ça mhm, et bah, une fois que j'ai décidé d'y aller, je me suis dit voilà que ce sera avec un coach qui a sa propre petite structure, avec qui je puisse discuter et bah, je te cache pas, j'y suis allée avec beaucoup de foi parce que, il y avait rien qui me garantissait que ça allait, marcher. Mais oui, comme d'habitude, je me suis dit que j'allais, m'en sortir et il fallait que je puisse me retrouver dans un système qui a déjà connu l'excellence. alors il Donc y je avait suis allée qui? vers un coach qui, Ouais, voilà, qui a déjà amené, une athlète à la médaille d'or olympique. Donc sur pour moi, c'était ouais, déjà ouais, sur ma discipline. Donc, c'est qui? Camacho Queen, Ah, Jasmine Camacho Queen, ouais. voilà, la portoricaine Mhm, et j'avais des contacts, qui connaissaient déjà, ce coach-là oui, et voilà, grâce à mon manager, on a pu faire le lien et très vite, on a discuté au téléphone, on a vu un peu comment on pourrait faire les choses, comment lui voyait les choses, moi comment je voyais les choses mhm, et ça a été super fluide mhm, et du coup, je me suis dit: «OK, on y va» et la grosse différence, je dirais, c'est, avec le système français, la mentalité déjà pour sûr. C'est encore plus amplifié là-bas, le côté, très ambitieux où on va chercher la plus haute marche, la plus haute, marche du podium et rien en dessous et moi, bah, forcément ça me plaît parce que c'est ce que je voulais. Je voulais rien en dessous et donc être face à une personne qui, soit déjà dans cette mentalité, je me suis dit: «OK, ça va juste encore plus nous amener vers le haut et tout, il y aura pas trop de friction. d'accroche». Ouais, Voilà et c'est sûr qu'au niveau même charge de travail et approche de l'entraînement aussi, c'est assez différent. Pas très, très différent de ce que j'avais avec Teddy parce que lui-même Teddy est une personne qui fonctionne en dehors du système avec ses propres, c'est sa propre école de pensée et cetera donc voilà. On va dire que ça m'a pas trop, dépaysée, mhm, mais par rapport à ce qu'on retrouve en général en France, ouais, mhm, ça reste très, très différent. Heu, on travaille, beaucoup plus, on va pas forcément se centrer que sur sa discipline. mhm, On va faire du long, on va essayer de si tu es forte par exemple sur les haies, tu vas devoir être forte sur le plat aussi.
Oui. Hem, Mmh. quoi d'autre? Je dirais vraiment plus la mentalité qu'autre chose, hein, honnêtement. Ah oui? Ouais. La mentalité, Parce que tout doit être parfait, tout doit être oui? la quantité de travail, la charge de travail, c'était pour toi quelque chose qui était digeste, quoi? Oui, quand même. Parce qu'avec Teddy, je travaillais énormément aussi. Mmh. Tu t'entraînes combien? C'est quoi ton programme d'entraînement globalement dans une semaine? Comment ça se passe? Du lundi au samedi, un seul jour de repos qui était le dimanche, avec du bi-quotidien, 2 fois dans la semaine. Ah ouais, et les Ouais, séances, elles sont toujours au charbon ou chaque ah séance oui, on peut enfin, ça pouvait aller jusqu'à 4 heures, quoi. 4 heures d'entraînement? Ah, c'est un autre niveau, ouais, c'est clair, Ouais. et est-ce que tu as, est-ce que tu as réussi à mettre en place des leviers pour tenir bon ces séances d'entraînement? Est-ce que est-ce que je sais pas, est-ce que c'était difficile? Est-ce que tu as au niveau de la récup, je sais pas, qu'est-ce que tu as mis en place, en fait, pour pouvoir tenir toute cette charge d'entraînement? Est-ce que tu avais des kinés? Est-ce que tu avais, je sais pas, tu étais connecté à des outils, de perfectionnement? On sait que les data science, les sports data science contribuent beaucoup à l'évolution de la performance sportive. Hem, Qu'est-ce que tu as trouvé aux États-Unis, Ouais. qui t'a permis de justement de rester, au niveau optimum à ce niveau-là? En bonne santé? Il fallait que, les ouais, voilà, il fallait que les récupérations, elles soient parfaites, quoi. Faut absolument bien dormir. Il Ouais, faut, bien manger. C'est là-bas que j'ai commencé à avoir plus conscience de la nutrition. En ouais, plus, aux États-Unis, là, c'est très différent l'alimentation d'ici, paradoxal. Ouais, donc faut vraiment faire attention. bah, C'est oui. là que j'ai commencé à m'intéresser au côté, ouais, nutritif. Qu'est-ce que je mets dans mon corps? Plus de protéines, gérer un peu tout ce qui est, calories et cetera, chose que je faisais pas du tout avant. Mmh. Donc ça, hem, ouais, voir des kinés comme d'habitude, des ostéos, mais plus que d'habitude encore, parce Oui, qu'il y c'est avait bien. de plus de chocs Ouais. et j'étais tout le temps fatiguée, Mmh. vraiment tout le temps fatiguée. Ouais. Donc parce qu'on poussait en fait les limites, Mmh. du corps plus que d'habitude en fait et il y avait moins, je trouve qu'aux États-Unis, il y a moins ce truc de, on va faire attention, tu es un peu Progressivement, fatigué et tout. oui. Mmh. Ah non, non, aux États-Unis, on envoie tout le temps quoi, c'est toujours à fond, toujours à 100 et on prend vraiment du repos quand tu es au bord de la de Rupture. craquer. Ouais, Ouais. au bord de la rupture, c'est vraiment quand tu es au bord de craquer Ouais. et donc voilà. Donc ça explique Voilà. aussi pourquoi tu as été aussi régulière aussi à très haut niveau. Parce qu'en France, c'est un gros décalage, tu vois? Les athlètes, ils arrivent avec un pic de forme au mois de juillet et puis, après boum, ça redescend. Mais, c'est vrai qu'aux États-Unis, les athlètes sont en pic de forme très tôt, ben, de par la saison qui l'oblige, mais ça continue de descendre, descendre, descendre et c'est un véritable fossé. Alors est-ce que toi, tu l'expliques aussi par ça? Par ce degré d'exigence au niveau de la préparation physique? T'amènes plus rapidement Oui, à oui et le fait d'être, justement, bah, tout le temps, au bord quoi, tout le temps être au bord et ne pas, en tout cas plus s'habituer à être dans des grosses cadences qu'être en sur-régime ou en sous-régime? Sur-régime peut-être? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, toujours être, au bord de la limite et s'habituer à être dans ces eaux-là. Rendre l'inconfort confortable. mmh. Ça l'est jamais, mais s'habituer à être dans l'inconfort tout le temps. Tu as déjà eu des Là où en séances France, où je trouve tu que c'est devais, différent. vomir, où tu te disais: «Je vais pas finir». Mmh, ouais, mais dire que je j'allais pas finir, ouais. Ouais, Vomir, non. mmh, Non, j'arrivais pas dans ces eaux-là non plus. Hem, et donc c'est intéressant parce que maintenant que tu as atteint un certain niveau et que tu as gagné une médaille olympique, hem, là, tu as fait l'impasse cette saison 1 sur la saison estivale. Heu, Comment tu te projettes, sur le futur par rapport à ta carrière d'athlète? les prochains jeux, Ouais, je crois que je me projette uniquement de jeu en jeu, ouais.
en réalité. Mmh. Et ouais, je j'aime quand même prendre mon temps Mmh. de construire les choses. Hem et là, ouais, c'est les Jeux de Los Angeles. Je la veux toujours cette médaille d'or. Donc voilà. Et cette année, elle a été quand même assez difficile pour moi parce que j'aurais voulu, ouh j'aurais voulu, me servir de cet ancien chapitre et avoir une transition assez fluide, Mmh mh. mais ça a pas été le cas. Donc là, je me vois, on va dire, un peu, reconstruire. Pas à 0, Mmh. ce qui est sûr parce que j'ai pu accumuler de l'expérience. Oui. Hem, mais ouais, voilà. C'est une nouvelle crise. Une nouvelle crise, exactement. Mais en Une fait, nouvelle toi, tu crise. l'accueilles, positivement. Tu te dis pas: «Oh là là, mon Dieu, c'est la fin de». Non, justement du fait de se projeter vers les Jeux, en 2028, Mmh. ça va, c'est pas demain. Mmh. Mais c'est pas toujours évident honnêtement, même si j'ai l'habitude, on va dire, des crises et elles sont pas plaisantes. Quand elles arrivent, je suis pas superwoman non plus, donc j'ai des gros moments de down, mais je les accepte, en Et fait. Je les accepte et je trouve comment tu comptes continuer de gagner ta vie dans ce contexte-là? On sait que dans notre sport, c'est dès qu'on fait une perf, c'est l'argent qui ça représente tant d'argent, même mmh. si c'est un meeting ou un championnat. Mais là, s'il y a pas de meeting, s'il y a pas de championnat, sur quel levier tu comptes pour, gagner ta vie, pour gagner de l'argent? Sur tout ce que j'ai construit avant, j'ai quand même, eu la chance d'être, entourée de partenaires qui m'accompagnent sur le long terme. Mmh. Qui ont su croire en mon projet. Mmh. Adidas, par exemple, je suis avec eux depuis 2017 et Ouais. ils ont pu me voir, en fait, à chaque fois. Oui, certes, traverser des crises, mais Mmh. remonter de plus belle et être encore mieux qu'avant. Donc ils me font confiance. Voilà, ils sont avec moi. J'ai FDJ, j'ai d'autres partenaires Mmh. et voilà, c'est pas, à chaque petite crise qu'ils me laissent tomber. Donc ça va, j'ai de la chance. Après, faut pas abuser des crises non plus. Faut pas abuser des crises non plus. En Mmh. général, lorsque, voilà, on se blesse, on s'attend pas à ce que ce soit des blessures qui, t'amènent sur, 2 ans où tu fais rien non plus. Mmh. Donc moi, voilà, malheureusement, j'ai eu 2 blessures à la suite. Mmh. C'est pas non plus comme Des des gros. ruptures de tendons d'Achille et cetera ou des opérations très, très lourdes qui t'immobilisent pendant 2 ans, donc ça va. J'ai vraiment beaucoup de chance. Mais voilà, mes partenaires me laissent pas tomber, donc j'ai le temps de me relever à chaque fois, parce que c'est jamais trop, trop long non plus. Mmh. Là, ce sera le plus long pour moi, je trouve, le plus long, mais je serai de retour l'année prochaine. Alright. Mmh. Est-ce que en dehors de l'athlétisme, tu as comment tu vois ta carrière, hein? Tu te vois comme une businesswoman du sport, de l'athlétisme? Est-ce que tu te vois comme une star qui a plusieurs donc opportunités et plusieurs produits? Tu sais, on voit beaucoup de plus en plus mais en athlétisme, c'est encore très discret, hein, les athlètes, ils en parlent pas trop, mais certains investissements, ils investissent dans des marques ou ils lancent des marques discrètement ou ils sont polymathes, hein, donc ils sont plusieurs centres d'intérêt et ils mènent plusieurs projets à la fois. Est-ce que tu es dans cette dynamique-là où tu penses plutôt, «Bon, j'ai des ambitions, j'ai d'autres rêves, j'ai d'autres choses» et comment est-ce que tout ça, ça peut combiner en fait? Ouais. Hem, j'ai cet esprit-là aussi, oui, de vouloir faire plusieurs choses en même temps. C'est pas évident Mmh. du tout, vraiment, Ouais. j'ai du mal moi-même à savoir même gérer mon temps et mon énergie par rapport à ça, parce que je me donne toujours à 100 dans ce que je fais. Mmh. Mais par exemple, j'ai à cœur de d'avoir mes études aussi en même temps, Mmh. mais même ça, c'est très difficile à gérer, hein, honnêtement. Je sais qu'il y en a qui arrêtent et se concentrent que sur l'athlé. Moi, Ouais. je peux pas parce qu'avant d'être une athlète, je suis une personne qui a des rêves Mmh. et avant même de rêver, d'athlé et de médailles, je rêvais de d'art. Donc voilà. Oui. Aujourd'hui, je fais des études,
en design intérieur, architecture. Ah oui. Je prends mon temps dessus. Ouais, Mmh. des études à distance, Mmh. voilà. Et oui, non, à côté, je j'ai quand même, d'autres, projets d'investissement, Oui. ouais, que j'aimerais faire, ne serait-ce que pour, bah, construire mon après carrière Mmh. et voilà, ne pas enfin, fructifier ce que j'ai pu avoir, quoi. Ne pas se retrouver dans des situations qui arrivent souvent avec les athlètes où, bah, une fois que c'est fini, il y a plus rien. Mmh. OK. Bah, Mais ça, en fait j'ai mais en fait, stress. il y a pas plus rien, mais bon, ce qui est intéressant, c'est de savoir capitaliser sur toute cette expérience qu'on a vécue et de savoir faire les bons Mmh, investissements, de savoir comment, hem, utiliser toutes ces compétences, toute cette expertise, pour justement c'est ça qui devient le produit, en fait, qu'on est capable de c'est ça. monétiser. Mais c'est vrai que toi, tu ce qui est intéressant, je vois aussi comment tu communiques dans les réseaux sociaux et tout ça, c'est vraiment très personnel et effortless, tu cherches pas forcément à gratter, des followers ou des viewers et je pense que c'est aussi une énergie qui est, qui est très positive et que c'est important aussi. Ça fait partie de pas se laisser, heu, prendre au jeu justement, de vouloir à tout prix, percer et avoir tous les contrats et tous les projets. Je sais pas Alors, si tu me rejoins ou pas? je d'un côté, je vois ce que tu veux dire parce que c'est comme tu dis, c'est des énergies à gérer aussi et il faut pas se distraire à un point où on peut plus, voilà, verser dans sa coupe athlée et sa coupe professionnelle où tu es censé te présenter, aux compétitions, être concentré, ça c'est Ouais, sûr. Mais on est dans un monde aujourd'hui où il y a beaucoup de choses qui se passent sur le digital et on peut, voilà, beaucoup, avoir des opportunités sur le digital aussi oui, tu reçois et des c'est opportunités. vrai que moi aujourd'hui je développe pas encore à son gros potentiel, les réseaux, mais Mmh. je pense que c'est important et ça peut pas être négligé aujourd'hui. Mmh. Mais il faut le voir comme étant le travail justement et faire la part des choses. Oui, oui, oui. Pas le voir forcément comme quelque chose de personnel, mais le voir comme, un business Oui. et voilà, aujourd'hui, on peut pas juste être athlète, même, lorsqu'il s'agit des sponsors. Le Mmh. sport a tellement évolué, il y a tellement de talent aussi que, bah, faut pouvoir tirer son épingle du jeu en montrant que, bah, on est plus qu'athlète. On a aussi notre personnalité, on a Oui, aussi des personnes à des communautés à emmener avec nous dans cette aventure-là oui, pour que, bah, des partenaires puissent se joindre à nous et oui. vouloir, nous aider. Donc je pense que c'est une dimension très importante et j'aimerais plus la développer, Mmh mh. hem, avec, bah, l'aide de personnes autour de moi parce que c'est difficile à gérer, hein, franchement, pour avoir parlé avec des personnes comme, je sais pas, Sacha Zoya, par exemple, qui a beaucoup d'abonnés, Mmh. c'est pas facile à gérer, mais je pense que c'est essentiel aujourd'hui et ça fait, c'est comme un canvas, c'est comme un portfolio de qui on est et Mmh. c'est important. Enfin, si on demande rien, bah, on a rien, quoi. Si on s'expose pas, Mmh. on peut pas être vu, perçu par de potentiels partenaires et c'est important, à développer aussi. Mmh. Donc ouais. Voilà, aujourd'hui, donc c'est-à-dire, au jeu, je Mmh. m'attendais pas à ce que tout le monde aussi soit, ils aient aussi faim que moi et que, bah, d'aussi grosses barrières soient brisées en même temps, des Ouais, records qui tombent, tout le monde se stabilise à des ouais, autour de 12-30, 12-40. Tu te ouais. dis: «Mais qu'est-ce qui Mmh. se passe?» Tu te dis: «C'est Ouais, la folie, quoi» ouais. et je sais pas, je saurais même pas t'expliquer ce qui se passe. J'en parle souvent. Mmh. Hem, je pense qu'aujourd'hui, du fait que les records tombent assez rapidement, bah, à chaque fois, il y a une fille qui se dit: «Bah, moi, je serai la prochaine aussi». On est Mmh. assez proches en termes de génération, également. Mmh. Donc il y a peut-être ce truc intérieur de si elle, elle l'a fait, je peux le faire. Alors qu'avant, bah, les records, ils se tenaient sur de plus longues périodes aussi et puis il y avait un peu tu vois, ce fossé creusé entre la personne qui fait le record et le reste. Donc Ouais. peut-être, moins de d'audace, peut-être, je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout. Mais je sais qu'aujourd'hui, dans notre génération, on a un truc un peu insolent, voilà, de vouloir, de briser toutes les barrières et se dire: «Mais si elle, elle l'a fait, moi aussi je peux le faire en fait». Donc Ouais, ouais. Niveau mais là c'est pas dit aujourd'hui, qu'entre temps oui? le niveau dans notre sport aujourd'hui, c'est un niveau qui est
c'est logique en même temps que le niveau il évolue, quoi. Mais ça, tu penses que ça va continuer d'aller plus vite dans le futur? Ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre? J'imagine après, Il y a quelqu'un qui va faire moi-même je m'adapte au jour le jour, hein. Moi je te cache pas, c'est choquant pour moi aussi parce que, tu peux jamais prédire comment ça va se passer pour les autres, mmh, mais tu te concentres sur toi, ce que tu peux faire mmh, et donc moi je sais que personnellement, quand j'imaginais mon plus haut pic, donc c'est-à-dire, au jeu, mmh, je m'attendais pas à ce que tout le monde aussi soit, ils aient aussi faim que moi et que pas d'aussi grosses barrières soient brisées en même temps, des ouais, records qui tombent, tout le monde se stabilise à des ouais, autour de 12-30, 12-40. Tu ouais, te dis: «Mais qu'est-ce qui mmh, se passe?» Tu te dis: «C'est ouais, la folie, quoi» ouais, et je sais pas, je saurais même pas t'expliquer ce qui se passe. J'en parle souvent. mmh, Hem, je pense qu'aujourd'hui, du fait que les records tombent assez rapidement, bah, à chaque fois, il y a une fille qui se dit: «Ben, moi, je serai la prochaine aussi». On est mmh, assez proches en termes de génération, également. mmh, Donc il y a peut-être ce truc intérieur de si elle, elle l'a fait, je peux le faire. Alors qu'avant, bah, les records, ils se tenaient sur de plus longues périodes aussi. Et puis il y avait un peu tu vois, ce fossé creusé entre la personne qui fait le record et le reste. Donc ah, peut-être, moins de d'audace, peut-être, je sais pas, vous mais là, c'est pas dit. Après, il y a des choses qui se passent, voilà, dans notre monde de l'athlé, qu'on peut pas forcément contrôler, où c'est pas voilà, tout le monde n'est pas fair-play, mais bon, on fait avec, hein, toi ça te voilà. dérange pas? C'est souvent Honnêtement, c le discours qu'on avait avec mon mari parce qu'il me suit depuis le début. Et il me disait: «Mais arrête de déprimer, tu courais contre des dopés, tu voulais faire quoi?» Tu vois? Et je disais: «Non, mais quand même, il y a pas que ça, faut c'est un peu parler comme un perdant», tu vois? Enfin, si quand même, franchement, en plus, une année comme celle-ci, où j'ai tout le temps, parce que enfin, c'est assez frustrant quand tu entends certaines rumeurs et cetera. Mais en général, lorsque tout va bien, que je suis dans ma ligne, non, je me focus pas trop sur ça. Je suis consciente, mais pour moi, tout se paye, en fait. mmh, Donc les personnes qui se dopent, je me dis qu'elles obtiendront ce qu'elles méritent un jour. Soit se feront attraper, soit vivent déjà avec la conscience, tu vois, de potentiellement, se faire attraper et peut-être qu'elles sont pas à l'aise avec ça. mmh, Moi, en tout cas, je sais que j'ai rien à me reprocher. Je pense pas être arrivée au bout de ce que je peux faire, de mon potentiel mmh, et je sais que mon esprit, il est libre, en fait. Donc quand j'arrive en compétition et je me dis que, bah, peut-être à côté de moi, il y a une fille qui se dope, bah, je me dis: tant pis pour elle. Ce qui l'a poussée non, en fait, je me dis: «Ce qui l'a poussée à se doper, c'est un sentiment d'infériorité et de se dire qu'elle ne peut pas le faire toute seule». Mmh, Sauf que toi, quand tu sais que tu pars, tu es clean et mmh, que, bah, tu as la conscience libre, mmh, tu es plus libéré, en fait. Donc mmh. moi, c'est ça que je me dis: «Écoute, C'est enfin, on pourrait dire c'est facile de dire ça parce que tu as gagné, mais tu as gagné des médailles. non, mais même avant, oui, Il y en a qui gagnent pas des médailles, qui sont pas au top niveau et puis, ils peuvent se dire, «Ouais bon, ben, c'est bien facile ce que tu me dis là, mais moi je perds tous mes sponsors, je perds tous mes contrats». Des athlètes qui sont peut-être en équipe de France, tu vois? Et qui sont pas au niveau que tu es ou que d'autres, médaillés olympiques sont dans notre discipline et mmh, elles auront pas de chance quoi, elles auront pas de contrat parce que justement elles sont pas au niveau et hem et c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose de bien le rappeler, justement de dire: «Tu es pas là pour, te battre contre, ceux qui jouent pas fair play». Mais c'est vrai qu'il y a une c'est espèce ça. d'injustice au niveau du business du sport qui se fie Non, c'est clair. totalement Après de moi, ça, quoi. comme moi je t'ai dit au début, vraiment mon approche du sport, elle est très, Mmh, c'est vraiment une quête personnelle, en fait et moi, mon objectif, c'est d'aller le plus loin possible dans mes capacités, tu vois? mmh, Donc si demain, j'arrive au bout de moi-même et que
bah écoute, tout le monde est dopé. Thank you for tuning into Olympians Diary, where we dive deep in the minds of Olympians and uncover the stories, the struggles and triumphs behind the world's most dedicated athletes. Stay tuned as we continue our journey into the hearts and minds of those who've reached the pinnacle of their sport. You won't want to miss the incredible insights and lessons we have ahead. This podcast was made possible by Jewelbox, the music production studio that keeps our sound on point. Si je vois qu'au bout d'un moment, ok, là, mon corps il est fatigué, je sens que je peux plus baisser des records, bah j'irai ailleurs et j'irai réussir ailleurs. Parce qu'il y a d'autres choses qui m'intéressent. Oui, ça, c'est pas dire que l'athlé, c'est pas ma passion, que je kiffe pas ça, etc. J'ai envie de battre des records, j'ai envie de marquer l'histoire, de continuer et tout, il y a pas de souci. Mais je n'irai pas jusqu'à vendre mon âme pour, pour dominer à jamais l'athlétisme. Non, je souhaite aller au bout de moi-même. Et voilà, c'est tout. Une fois que j'arrive au bout de moi-même, si je dois arriver à bah, la fin de ma carrière parce que je ne suis plus assez forte, parce qu'il y a plus fort que moi ou tout le monde est dopé ou quoi, bah, écoute, faut accepter et c'est tout. Je passerai à autre chose. Je continuerai je mènerai une autre quête ailleurs. Donc voilà. Continuerai à créer. C'est comme ça que je vois les choses. Je pense que ça permet un peu mieux de voilà, accepter ce qui se passe et pas se sentir dépassé et découragé, quoi. Ouais. Faut du détachement, je trouve, dans l'athlé. Beaucoup de passion, mais aussi du détachement, quoi. Ah bah, ouais, c'est une autre dimension mais en même temps, c'est l'art d'être soi, et c'est rigolo parce que j'avais noté ce titre avant qu'on se parle, qu'est-ce que ça pourrait représenter comme titre et c'est vraiment to shine by yourself. How to shine by yourself and not only by your performances. C'était l'impression que j'avais et pour moi, ça me confirmait tout ça. Donc, c'est un beau projet parce que finalement, quoi qu'il arrive, tu es dans ton alignement et puis ça sera, j'imagine, comme ça pour toutes les choses que tu vas accomplir et c'est vraiment la définition de la réussite, en fait. De faire ce qu'on aime, et de pouvoir te regarder dans le miroir et de se dire: «Bah, j'ai fait, j'ai tenté, j'ai donné le meilleur de moi-même et next». Ouais, carrément. Heu, Ça ah, résonne beaucoup avec moi. ouais, donc la médaille d'or, en fait, c'est cette quête unique, non, c'est pas une quête unique, c'est un objectif, quoi. Voilà, c'est un objectif et puis une fois que tu l'auras atteint, tu passes à autre chose, quoi. Tu Franchement, honnêtement, non, je pense que c'est le plus gros des objectifs parmi d'autres objectifs. Mais oui, sur le chemin pour y arriver, mmh, c'est sûr qu'il y a d'autres objectifs, mais je les on va dire que je les hiérarchise assez mmh dans dans ma tête pour ne pas, être trop dispersée, on va oui, dire. mmh Mais, mh, je pense que la médaille d'or, c'est ce qu'il y a de plus beau, on peut pas te l'enlever. Les mmh, records, je trouve que c'est très, très important aussi, mmh records du monde et cetera, mmh. mais ils peuvent être effacés. Alors que la médaille d'or, surtout celle olympique, c'est la marche la plus haute, quoi. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Serena. Je t'en prie. Thank you for tuning into Olympians Diary, where we dive deep in the minds of Olympians and uncover the stories, the struggles and triumphs behind the world's most dedicated athletes. Stay tuned as we continue our journey into the hearts and minds of those who've reached the pinnacle of their sports. You won't want to miss the incredible insights and lessons we have ahead. This podcast was made possible by Jewelbox, the music production studio that keeps our sound on point.